Alors, bonjour tout le monde et merci d'être ici pour prendre soin de votre développement professionnel. Mon nom est Pierre Campeau. Je suis responsable de l'apprentissage professionnel à la DFO. Aujourd'hui, on vous offre le premier de 3 webinaires sur les troubles du spectre autistique, TSA. Alors, c'est l'année 3 du projet. On a produit 3 webinaires il y a 2 ans et 3 webinaires l'année passée. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ces webinaires-là, je vous invite à aller à la chaîne YouTube de la DFO et ils sont là. Vous pouvez les visionner dans la liste de lecture projet TSA. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue, de notre collègue José Landriot, qui travaille au Conseil Viamonde dans le centre-sud de l'Ontario. Et Josée est elle-même maman d'un enfant TSA. Alors, elle est la personne idéale pour offrir les webinaires. La DFO l'a embauchée comme consultante pour offrir ces webinaires-là avec nous. Alors, sur ce, si tu veux passer à la deuxième diapo, Josée, je vais faire la reconnaissance du territoire qu'on fait toujours au début de chacun des webinaires. Alors, aujourd'hui, je reconnais la présence de longue date de peuples autochtones sur les terres où je me trouve. Alors, moi, ça donne que je me suis dans la région d'Ottawa. Alors, pensez à votre région et les terres sur lesquelles vous vous trouvez. Alors, ces terres-là, on s'y retrouve réunis depuis les 4 coins de l'Ontario. Je remercie les gardiens passés, présents et futurs de ces territoires et je suis reconnaissant de pouvoir travailler et d'apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. En tant qu'utilisateurs de toutes ces terres, nous devons poursuivre nos efforts pour les garder propres et les utiliser avec soin pour que les générations futures puissent également en profiter. Alors, profitons de notre belle terre. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Je suis à Vanier, dans une école à Vanier aujourd'hui. Alors, c'est c'est très enrichissant, beaucoup de fun pour moi de retourner dans une école une fois de temps en temps comme ça pour voir les beaux enfants et voir les gens qui sont sur le terrain. Et je salue tous vos efforts. En passant, je réalise que la tâche n'est pas facile tout de suite. Alors, commençons notre webinaire. José, je te cède la parole et on va se revoir dans un petit bout de temps. Alors, merci Pierre. Alors, moi également, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Pour vous dire que c'est un partenariat avec OPC et CPCO et je suis accompagnée dans mon équipe de Judith Desjardins et Janine Small. Donc, nous faisons une équipe de 3. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la transition. Donc, c'est le premier webinaire de 3 modules. Et pour en faire la meilleure expérience, on vous demande de prévoir à peu près 45 minutes et nous allons vous demander à réfléchir à certaines questions et ainsi qu'aux compétences que vous avez besoin pour appuyer les élèves avec un TSA. Donc, nos webinaires sont développés avec le cadre de leadership de l'Ontario. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout de nouer des relations et développer la capacité des gens. Donc, alors, afin de pouvoir mieux s'outiller, on vous demande maintenant on aimerait vous connaître, donc on vous demande à répondre à un court sondage. Alors, les gens devraient voir à leur écran le sondage. Donc, il y a 4 questions. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à répondre. Alors, je suis contente de voir qu'on a la représentation un peu de l'élémentaire, du secondaire et aussi du système, qui est excellent. Votre rôle, on a des directions adjointes et puis une panoplie d'années. Donc, on a de la première jusqu'à 11 plus années. On a des gens du nord, de l'est, du centre et du sud. Alors, bienvenue. J'arrête
le sondage. Je vais partager les résultats avec vous. Alors, peut-être 2 secondes, vous pouvez voir ça. Bienvenue tout le monde. On est content de vous avoir avec vous. La plupart des gens ont entre 2 et 5 ans d'expérience. Quelques-uns de plus d'11 ans et quelques débutants aussi dans le groupe, José. Parfait. Oups, oups, oups. C'est bon. Oui, j'ai assez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, la transition peut représenter un défi de taille pour les élèves et les familles ayant un TSA. Donc, les directions et directions adjointes pendant les équipes de transition devraient créer et établir un lien de confiance solide avec les élèves et leurs familles et pouvoir proposer des plans qui aideront à composer des nouvelles réalités afin que tout le monde se sente entendu et consulté dans la planification des prochaines étapes. L'équipe de transition et la direction aux directions adjointes de l'école doivent soutenir et faire preuve d'une empathie sincère. Donc, nous voilà avec notre bel arbre. Alors, nous savons tous qu'un arbre a besoin de racines et d'un tronc vigoureux pour rester debout. C'est exactement ce qui est une bonne équipe de transition offre à l'école, aux familles et aux élèves, afin d'élaborer un plan pour que les élèves puissent atteindre leur plein potentiel. On reconnaît un bon plan lorsque chaque personne se sent appuyée et acceptée. Il soutient l'enfant et la famille à tous les niveaux en tenant compte de leur histoire, leur culture et leurs valeurs. Le plan doit faire en sorte que l'enfant et sa famille se sentent accueillis et en sécurité. À l'image de l'arbre, chaque enfant a son propre histoire et son propre identité. L'équipe école doit regarder au-delà du dossier scolaire de l'Ontario et voir l'enfant dans son intégralité. À cette fin, nous devons collaborer tous ensemble avec les familles pour favoriser la réussite de l'enfant. Il est important en tant que direction ou direction adjointe d'apprendre à connaître les familles et de mettre en place un environnement où elles se sentiront qu'elles ont leur place, leur opinion et que leurs commentaires comptent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plutôt des 3 grandes transitions, donc ce qu'on appelle des transitions grand P pour les élèves ayant un TSA. Donc, ceci sera du passage à l'élémentaire, le passage au secondaire et le passage postsecondaire. Alors, nous savons que les transitions représentent un défi important pour les élèves ayant un TSA et leurs familles, car elles sont souvent une immense source de stress. Il est donc notre devoir en tant que direction ou direction adjointe d'utiliser notre position privilégiée et notre pouvoir pour tenter de diminuer du mieux que nous pouvons une partie de ce stress en participant activement au processus et en soutenant le personnel, les élèves et la famille, qui bien souvent pénètrent un terrain inconnu. Les parents comptent sur l'école pour les aider à prendre les meilleures décisions pour l'avenir de leur enfant. Nous devons être là pour eux afin que le résultat soit positif pour tous. Alors, je vous demande, en passant à travers ce webinaire, de réfléchir à la question suivante. Comment êtes-vous assuré que les parents et les élèves aient un mot à dire ou retrouvent leur voix dans la planification et le déroulement du plan de transition? Alors, la planification repose sur l'expérience des parents et la recherche. Comment se sont déroulées vos rencontres de transition? Quelles sont les émotions que vivent les parents lorsqu'ils sont confrontés à ces décisions? Comment pouvez-vous les soutenir? Aujourd'hui, nous aimerions que vous envisagiez la planification de la transition du point de vue des parents et des élèves. Alors, quelques règlements juste pour faire des rappels. Alors, nous avons le règlement 181-98 où les élèves ayant un PEI doivent avoir un plan de transition, sauf s'il est qualifié surdoué. Et il y a aussi la PPM 140 où les conseils scolaires doivent planifier la transition des élèves ayant un TSA
pour différentes activités et divers cadres. Enfin, selon la politique 156, les conseils scolaires doivent préparer un plan de transition pour tout élève ayant un PEI qui soit non qualifié d'élève surdoué ou en difficulté par le CIPR, y compris sa qualification en tant que surdoué n'est due à sa nuance. Le plan de transition est préparé dans le cadre du PEI. Alors, ce que nous savons? Alors, voici quelques éléments à prendre en compte dans la planification de la transition pour un élève et sa famille. Donc, le profil de l'élève, l'équilibre émotionnel, la santé mentale de l'élève, le milieu scolaire, l'opinion des parents et de la communauté, les espoirs et les rêves des parents, la nécessité de commencer la planification bien avant la transition. Les grandes transitions sont importantes et apportent beaucoup de changements au niveau de la routine et aussi les petites transitions qui sont des changements au quotidien, donc genre une activité à l'autre. Alors, les grandes transitions. Alors ici, nous parlons d'entrée à l'école, changement d'année d'études, passage élémentaire au secondaire et passage du secondaire à la vie en société ou secondaire à un programme de jour ou passage du secondaire au postsecondaire. Alors, la plupart des établissements, donc la plupart des écoles et conseils scolaires font un excellent travail pour les transitions entre les écoles. Où la recherche démontre qu'on a des lacunes, c'est entre le secondaire et le postsecondaire ou secondaire, un programme de jour ou vie en société. Donc, lorsqu'on parle du palier élémentaire, on sait que l'école connaît bien l'enfant, collabore avec l'école secondaire et souvent, il y a des visites d'école. Même chose pour l'entrée à l'école. On a des visites à la garderie, l'élève peut venir visiter l'école. Donc, c'est très traditionnel en fait de transition. Mais toutefois, on éprouve des difficultés surtout à faire la transition pour nos élèves qui ont besoin des programmes à vie ou des programmes de jour. Alors, il faut se rappeler concernant nos majeures transitions, donc nos grandes transitions, ceux-ci suscitent énormément de craintes, d'inquiétudes, de stress et d'émotions chez les parents. Les écoles doivent comprendre les défis qu'elles représentent pour les familles des élèves ayant un TSA. En effet, ces familles ont déjà un quotidien épuisant marqué d'un stress chronique issu de diverses sources, comportements imprévisibles, fardeaux financiers, troubles de santé mentale, etc. Un tel stress est difficile à combattre, mais l'école peut soutenir les parents et les inclure dans le processus de transition, nouant ainsi avec eux un lien solide et durable. Il est toutefois nécessaire de les accueillir comme ils sont et de ne pas les écarter du processus. Ils ont souvent besoin de se sentir écoutés et de participer activement à la transition. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter le 3e webinaire de la première série que vous trouverez sur la chaîne YouTube de l'ADFO. Alors, les petites transitions, ce sont des transitions assez faciles à gérer et les écoles généralement font un très excellent travail si la communication est bonne et on collabore avec les familles. Alors, quel est le rôle de la direction dans la planification de la transition? Alors, la direction adjointe doit jouer un rôle clé dans la transition. Un rappel que les parents sont nerveux, effrayés, anxieux, car ils veulent le meilleur pour leur enfant. Les discussions avec les parents peuvent être très difficiles et très émotives et il est important d'être à l'écoute et de faire preuve de respect. Il faut toujours garder en tête qu'une transition majeure s'accompagne d'une période de deuil pour les parents et l'empathie sincère est vitale. Les directions doivent prendre le temps de connaître les élèves et leurs parents et de les écouter parler de leurs espoirs et rêves. Elles doivent aussi être à l'écoute du parcours vécu de la famille. Il est important de comprendre comment leurs expériences peuvent jouer un rôle sur la capacité à se retrouver dans le monde du TSA.
Les directions doivent se rappeler d'aller à la rencontre des familles et de respecter leur rythme. Ce processus prend du temps et quelques rencontres peuvent être nécessaires afin d'établir une relation de confiance et qui mènera à une relation solide. En tant que directrice ou directeur ou direction adjointe, vous devez vous assurer de répondre aux besoins des élèves et des familles et de défendre leurs intérêts. Il se peut que les parents se sentent dépassés et ne sachent pas par où commencer. On pense souvent que les directions ont toutes les réponses, mais n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à ne pas savoir, mais de se retrousser les manches et travailler avec les parents afin de créer un lien durable. La direction peut tout à fait dire, j'ai beaucoup d'empathie et je comprends et je veux vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment, mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais nous allons les retrouver ensemble. Alors maintenant, nous allons écouter à mon collègue, Dr. Stéphane Bon, qui va nous parler un peu de la transition. Alors, quand on planifie une transition, je pense que ce qui est important, les gens impliqués auprès de l'élève autiste, c'est de savoir quels sont les éléments, quelles sont les compétences qu'on doit avoir travaillé avec cet enfant-là pour lui permettre de pouvoir transitionner à différents niveaux. Alors, comme on a discuté dans des webinaires précédents, on a parlé de l'approche transdisciplinaire qui veut dire que l'enfant et sa famille sont au centre et tous les professionnels impliqués ont un rôle spécifique à jouer. Et je pense que ça s'applique très bien au niveau de la transition parce que la planification de la transition, il faut s'assurer qu'on comprenne comment cet élève-là va réagir, comment la famille va réagir aussi à la transition et quel est le rôle des différents professionnels, tant dans le milieu scolaire que dans la communauté. Je pense que pour vraiment travailler, revenir un peu sur ce qu'on avait expliqué dans des webinaires précédents, c'est des compétences de base. Hein? C'est des compétences au niveau des enfants autistes qui nous permettent déjà d'anticiper si une transition va être positive ou négative. C'est est-ce que l'enfant, quel est son niveau d'autonomie? Alors, cet élève autiste-là, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il a tout le temps besoin d'avoir un adulte qui le suit? Si oui, ça va compliquer la transition parce que souvent, ces adultes-là ne suivent pas l'élève à tous les niveaux. Donc, ça, il y a ça à regarder. Au niveau des fonctions exécutives, est-ce que l'enfant est capable d'organiser son matériel de façon autonome? Est-ce qu'il est capable d'organiser ses idées? Es-tu capable de planifier présentement? Quand il y a quelque chose qui arrive. Donc, s'il voit qu'il est dans le cours de français, par exemple, qu'il doit passer en mathématiques, est-ce qu'il est capable de planifier et de faire ce changement-là? Parce que les deux compétences les plus importantes pour les élèves autistes au niveau de la transition, c'est la capacité de s'adapter. Ça veut dire l'adaptation, c'est la capacité de l'enfant autiste d'adapter ses comportements selon l'environnement, selon la tâche et selon les personnes qui sont dans cet environnement-là. Au niveau de l'engagement, il y a 3 formes d'engagement qu'il faut absolument travailler dès l'école primaire pour favoriser toute forme de transition. C'est l'engagement comportemental. Est-ce que l'enfant a appris les comportements qui lui permettent d'avoir une posture d'élève, donc de rester assis, d'être capable d'organiser son matériel, d'être capable d'être en mode écoute, de discriminer l'information et tout. Donc, au niveau de l'engagement comportemental, c'est est-ce que l'élève sait quel comportement manifester qui vont l'aider dans ses apprentissages. Ensuite, l'engagement émotionnel qui représente pour l'enfant autiste la source de tous les problèmes du comportement parce qu'ils ont de la difficulté à réguler leur état émotif. Donc, ce qu'il faut enseigner avec ces élèves-là, c'est de leur faire comprendre c'est quoi les déclencheurs au niveau émotionnel. Parce que quand on les observe en salle de classe, s'ils se font dire non, ou si l'enseignant dit on change, serrez ça, puis l'enfant n'a pas terminé, par exemple, une tâche, il va avoir une réaction émotionnelle. Et ce que nous, on voit, ou ce qu'on dit tout le temps, c'est que l'enfant fait des crises, l'enfant a des mauvais comportements. N'oubliez jamais que dans le monde de l'autisme, c'est les problèmes de régulation émotionnelle qui vont
se manifester avec des comportements mésadaptés et qui empêchent cet enfant-là à s'engager cognitivement. Alors, il faut vraiment pouvoir observer, évaluer les 3 types d'engagement sur une base régulière, justement pour savoir à quel moment l'élève a des difficultés pour justement pouvoir travailler ce qu'on appelle la généralisation. Donc, ceux qui travaillent depuis des années dans le monde de l'autisme, on parle tout le temps de est-ce que l'enfant peut généraliser des acquis? Donc, est-ce qu'il peut utiliser les mêmes stratégies? Est-ce qu'il peut manifester les mêmes comportements? Est-ce qu'il peut avoir la même réaction émotionnelle au gymnase, dans la salle de classe, sur la cour de récré, à la maison? Donc, est-ce qu'à la maison, on a les mêmes choses ou est-ce que quand l'élève arrive chez lui le soir, il s'est tellement mis tellement d'efforts pour bien se comporter à l'école qu'il arrive à la maison et il fait des crises et là, les parents nous regardent en disant, mais écoutez, moi, j'ai beaucoup de difficultés à la maison. Donc, cette transition-là, ce qu'on appelle la généralisation, c'est la capacité de pouvoir aussi offrir l'aide aux familles d'utiliser les mêmes stratégies, d'utiliser la même approche que nous, on utilise en milieu scolaire, parce que si on veut faciliter une transition qui est saine et qui est aussi gagnante, c'est qu'il faut avoir tous le même discours, il faut être constant dans les stratégies qu'on utilise. Et c'est la même chose va pour les gens de la communauté. On sait que dans le monde de l'autisme, les gens de la communauté. On sait que dans le monde de l'autisme, souvent, il y a différents professionnels qui sont impliqués. Ils arrivent avec un cadre théorique, un cadre pratique, souvent qui est différent, et ça mène vers des problèmes importants au niveau de la transition de plusieurs élèves parce qu'il y a un manque de constance. Donc, l'élève va développer, par exemple, des dépendances en milieu scolaire, mais on voit que dans la communauté ou à la maison, ils sont plus autonomes ou vice-versa. À l'école, on travaille beaucoup à changer la routine, à leur donner des outils justement pour accepter, pour être plus flexible, parce que la rigidité cognitive, c'est un problème important, la persévération sur des détails. Donc, souvent, les familles vont s'assurer que la routine, puis ils demandent tout le temps que la routine soit la même. Ils vont tout le temps demander pour des aides enseignants parce qu'ils ont peur que leur enfant ne réussisse pas. Donc, les familles doivent comprendre que pour bien préparer une transition, il faut absolument aussi rendre l'enfant autonome. Alors, de travailler ces 3 formes d'engagement-là et la capacité de l'enfant d'adapter, ça veut dire que tout professionnel, tout adulte qui travaille avec l'enfant autiste pour planifier la transition doit lui donner plusieurs situations, plusieurs occasions quotidiennes où il doit pratiquer des stratégies, doit adapter ses comportements dans les environnements où ça se passe. Alors, c'est la meilleure façon. Si on regarde et on découpe un peu le mot transition dans une perspective beaucoup plus locale, par exemple, ce serait les transitions en salle de classe. Est-ce que l'élève est en mesure de transitionner, par exemple, d'un sujet à l'autre? Donc, ce qu'on appelle aussi souvent la capacité de l'enfant d'anticiper. L'enfant autiste qui est dépendant d'une aide enseignante ne peut pas anticiper. Donc, s'il ne peut pas anticiper, il ne peut pas prendre d'initiative à la tâche. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, cet enfant-là va avoir une réaction émotionnelle. Donc, on va avoir de la difficulté. Alors, au niveau de tâche à tâche, c'est la capacité d'un enfant autiste de s'engager, désengager. Donc, s'il faut lui enseigner l'anticipation, la prise d'initiative à la tâche et comment organiser son matériel et tout pour justement être en mesure de vivre du succès. Quand on parle d'une transition d'un environnement à un autre, genre la salle de classe vers la cour de récré ou vers le gymnase, il faut s'assurer qu'on travaille en anticipation, de prendre quelques minutes avant la transition pour s'asseoir avec l'enfant, pour lui expliquer ce qui va se passer. Donc, en anticipation, quels sont les comportements adaptés qu'on veut voir pour justement diminuer l'anxiété. Si on diminue l'anxiété, ça veut dire que l'état émotionnel, l'enfant va être calme, il va comprendre ce qu'il doit faire et ensuite, il va pouvoir enchaîner et entamer. Ça, c'est d'environnement à environnement. Quand on parle d'un niveau à un autre niveau, que ce soit au primaire, de deuxième année à troisième année, ou si on parle, par exemple, de sixième année à s'en aller à l'intermédiaire dans une autre école et tout, cette transition-là doit être faite plusieurs mois à l'avance. Donc, la meilleure façon de faciliter une transition, c'est par exemple, surtout nous ici, suite au retour des vacances de mars, par exemple, souvent au mois d'avril,
c'est important de prendre des moments précis pour aller observer les élèves à un niveau plus élevé. Soit si c'est à l'école primaire, ça peut être juste une journée où on va observer comment l'enfant réagit à l'enseignant, l'enseignante, à la matière, à différentes personnalités, différentes façons d'enseigner. Et après ça, de pouvoir, avec les observations, travailler ça pendant avril, mai, juin, avant que l'enfant quitte pour les vacances d'été. S'il part du primaire au secondaire, ce que j'encourage fortement les équipes, c'est vraiment de pouvoir emmener l'enfant passer quelques jours au palier suivant pour justement lui voir comment il va réagir à différents profs, à l'environnement et aussi à l'enseignement. Parce que là, la transition se fait à 3 niveaux. Donc, j'ai plusieurs enseignants en même temps qui vont enseigner des matières différentes. Ensuite, il y a l'environnement comme tel, donc d'avoir à faire la rotation dans différentes classes, se retrouver dans le couloir avec plein d'élèves en même temps. Donc, comment est-ce que cet élève-là va réagir? Et aussi de pouvoir voir la relation qu'il pourrait développer avec les enseignants, comment est-ce qu'il va s'adapter avec tous ces différents enseignants-là. C'est important hein, parce que la transition, c'est un peu le résultat de tous les efforts qu'on a mis pendant les années précédentes, ces formes de transition-là. Donc, quand c'est annuel, ça veut dire quelles sont les compétences que j'ai enseignées, est-ce que j'ai favorisé l'autonomie, est-ce que l'élève est rendu à avoir des comportements adaptés? Parce que quand on parle d'autorégulation, par exemple, qui est la pierre angulaire des troubles autistiques, mais c'est que souvent, les enfants, on leur a enseigné des bons comportements, donc ils travaillent tellement fort, ils mettent tellement d'énergie à garder des bons comportements parce qu'ils veulent plaire à l'adulte et tout, sauf qu'au niveau émotionnel, ils deviennent épuisés, donc ils vont avoir des crises et ils ne sont plus capables, et ça veut dire qu'ils ne s'engagent pas cognitivement. Donc, on ne connaît pas le vrai profil de l'enfant autiste, souvent au niveau de ses compétences cognitives, parce qu'on ne se rend même pas là. Donc, s'il y a des problèmes comportementaux, des problèmes émotionnels, dites-vous que cet élève-là a été difficile à évaluer. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Donc, il faut travailler concrètement avec la famille pour avoir une constance dans les stratégies, une constance aussi pour préparer la transition, que la famille expose beaucoup leurs enfants dans la communauté. Je sais, souvent les parents ont peur, mais il faut vraiment travailler des compétences pour qu'ils soient généralisés, maintenus et que ça devienne juste une habitude, dans ce qu'on appelle l'habituation. C'est ça le but ultime des compétences, des stratégies, ce n'est pas la généralisation, c'est l'habituation. Quand on parle de généralisation, il y a un gros risque, ça veut dire que les élèves sont capables dans certains environnements, mais il y a encore de la misère dans d'autres. Alors, on va échouer la transition si on arrête à la généralisation. Il faut aller au maintien. Donc, il faut aller à l'habituation. Ça veut dire que les professionnels de la communauté doivent nous aider dans les compétences, les stratégies. La famille doit nous aider, mais au milieu du scolaire, les professionnels doivent favoriser l'autonomie et enseigner toutes les compétences liées aux fonctions exécutives qu'on a parlé auparavant. Donc, la planification, la flexibilité mentale, s'assurer qu'on fait des changements. La fluidité, ça veut dire que l'enfant est capable d'enchaîner d'une matière à une autre sans que ça crée tout le temps un vent de panique puis qu'on reste pris là. Donc, il faut vraiment travailler ça pour avoir une transition qui va mener vers un succès pour tous, incluant l'élève à travers ça. Merci. Alors, la personne que vous venez d'entendre, c'est le docteur Stéphane Beaune. Quand on planifie une transition, je pense que... José. Alors, c'est ça, c'est docteur Stéphane Beaune. Juste passer à la prochaine diapo. Temps pour tout. On a des petits... Bon, ça y est. Alors, merci, José. Docteur Stéphane Beaune est reconnu certainement au niveau de la province, mais au niveau national et même international. Il travaille avec des conseils scolaires, il travaille avec des familles. C'est un enseignant à l'Université Nipissing, mais c'est vraiment un expert sur tout ce qui est TSA. Alors, on est chanceux de l'avoir avec nous. Malheureusement, il ne pouvait pas être là en personne aujourd'hui, mais on l'a enregistré. Puis, on est bien content qu'on puisse profiter de son expertise. Il travaille un petit peu avec notre équipe. Alors, José, je te laisse continuer. On va parler des chaussettes puis des espadrilles.
Donc, cette citation me parle beaucoup en tant que parent et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. C'est vraiment ne laissez jamais quelqu'un qui n'a pas chaussé vos souliers vous dire comment les lacer. Donc, comme on a passé beaucoup de temps à expliquer, les transitions peuvent être très complexes et on sait qu'ils sont très difficiles pour les personnes ayant un TSA, mais que ça peut causer beaucoup de confusion et anxiété. Et non seulement pour les élèves, mais aussi pour les parents. Les parents veulent que le meilleur pour leur enfant. Et puis, des fois, ils ne savent juste pas par où commencer. Donc, nous allons passer à travers un petit scénario qui pourrait un peu illustrer la frustration peut-être qu'un parent pourrait ressentir. Donc, bonjour, monsieur. Donc, je vous appelle aujourd'hui concernant votre courriel et comment puis-je vous aider? Bonjour, Madame Landriot. Merci de me rappeler. Alors, comme vous avez pu lire, là, je vis pas mal de frustration devant l'absence de qui, à mes yeux, est un manque de planification pour la transition de mon enfant qui, comme tu sais, termine ses études cette année. Ça fait maintenant quelques mois que j'appelle à l'école, que j'envoie des courriels, puis on ne m'a à peu près rien dit sur ce qui va arriver à mon enfant une fois qu'il aura obtenu son diplôme. Fait que je suis pas mal frustrée tout de suite. Alors, si je comprends bien alors je comprends très bien ce que vous ressentez, Monsieur Campeau, et puis je dois vous dire, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine d'enfance en difficulté. Bien, je m'excuse, Madame Landriot, mais comment pourriez-vous comprendre ce que je vis? Avez-vous ressenti de l'anxiété parce que vous ne saviez pas quel programme qui serait accessible pour mon enfant après ses études, puisqu'on ne vous avait jamais donné une option et que le personnel de l'école ne me rappelle jamais quand j'appelle ou quand j'envoie des courriels. Sinon, vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas chaussé mes souliers, alors ne me dites pas comment les lasser. Alors, je vous entends et je vous écoute, M. Campeau, puis en effet, vous avez entièrement raison et je vous présente mes excuses. En effet, je n'ai pas chaussé vos souliers et j'aimerais vraiment savoir comment je peux vous aider. Donc, vraiment, je vous écoute. Bien, vous êtes la première personne à m'appeler pour discuter depuis le début du processus. Alors, je crois vraiment que l'école aurait dû m'appeler avant aujourd'hui pour que nous puissions trouver ensemble une solution. Mais j'apprécie que vous êtes là, puis j'apprécie que vous m'écoutiez, mais là, j'aimerais ça qu'on passe à l'action. Alors, merci, M. Campeau, de m'avoir aidé avec le scénario. Donc, ce que je voulais présenter par ceci, c'est de vraiment vous dire que, il n'y a aucun problème de s'excuser quand on fait une erreur ou quand on dit quelque chose qu'on ne devrait pas. Et deuxièmement, il faut toujours être à l'écoute. Donc, d'après ce scénario, le parent aurait tenté de communiquer avec l'école à nombreuses reprises, mais l'école n'a pas eu le courage de les appeler parce qu'on aurait su que ça aurait été une conversation assez courageuse, assez difficile. Donc, des fois, les courriels sont un excellent outil de communication, mais de prendre le téléphone et d'appeler le parent afin de discuter et participer au processus va vraiment vous rapporter beaucoup de succès et aussi aider à rassurer le parent que vous êtes là et que vous êtes impliqué dans le processus. Alors, comme vous savez, on a ce beau document pour pouvoir collaborer avec les parents. Donc, ce guide est excellent. Donc, il est important de garder en tête que toujours, les parents sont à des différents niveaux d'acceptation. Avoir un enfant avec un diagnostic de TSA, c'est difficile. C'est difficile sur plusieurs niveaux. Et il y a beaucoup de conséquences émotionnelles, physiques et financières qui viennent avec tout ça et les répercussions sur les familles sont énormes. Et certaines familles sont très capables de gérer tout ça, mais pour d'autres, ils ne sont pas capables et ils éprouvent beaucoup de difficultés. Donc, on vous demande d'éviter de faire des suppositions et de vraiment de partir de ce que vous voyez.
Vous ne savez pas où est le parent dans son cheminement et peut-être que la personne qui se présente devant vous est à son meilleur cette journée-là. Donc, c'est très, très, très important de chercher à comprendre et de ne pas poser de jugement et d'aider de tenter de voir passer la colère. Il y a une raison pour laquelle le parent est en colère et c'est peut-être absolument rien à faire avec vous et avec l'école, mais peut-être qu'il y a un traumatisme du passé. Il y a peut-être eu des expériences qui ont mené à ce que le parent se sent vraiment dépourvu. Donc, c'est vraiment à vous de prendre le temps de les écouter et essayer de cheminer avec eux. Alors, regardez l'image du iceberg. Donc, on est désolé qu'on n'a pas pu le trouver en français. Je crois qu'on avait essayé dans les autres webinaires, mais on n'a jamais pu le trouver en français. Mais pensez à une situation où vous étiez en colère. Et je suis certaine que les raisons se trouvent sous la surface. Alors, il ne faut pas oublier que les parents se présentent toujours sur leur meilleur jour. Donc, il faut prendre le temps de travailler avec eux où ils sont. Et les conversations peuvent être difficiles et émotives. Et il est important d'être à l'écoute et faire preuve de respect et d'empathie. Notre rôle en tant que leader scolaire est de voir au-delà de la colère et des émotions et comprendre la perspective du parent. En tant que leader, nous devons aussi aider notre personnel à comprendre les émotions et aller au-delà des émotions. Alors, ça nous revient d'établir une relation de confiance, une relation de collaboration pour arriver à connaître nos familles. Alors, si vous devez reporter une rencontre, faites-le. Si vous devez prendre le temps de juste parler avec le parent et apprendre à les connaître, faites-le. Prenez le temps. Et je le sais que nos journées sont chargées puis on n'a pas beaucoup de temps, mais un investissement de temps pour écouter les parents peut vous revenir vraiment à vous sauver du temps dans le futur. Alors, lorsqu'on parle de la réussite d'une équipe de transition, on parle du cercle de confiance. Alors, le cercle de confiance que l'école crée avec les parents, avec les familles, c'est un travail d'équipe. Planifier la transition, ça ne se fait pas tout seul. Le cercle regroupe des membres du personnel scolaire, les parents, le tuteur, l'élève et des professionnels de la communauté et vous, leader. Alors, vous êtes là, direction adjointe, vous êtes là et vous êtes dans le cercle de confiance et l'élève est au milieu. Alors, c'est à vous de créer le ton et de créer un environnement sécuritaire pour les familles et pouvoir, afin d'engendrer ces conversations courageuses. En intégrant les membres du personnel et de la communauté et de la famille et en leur donnant tous le même pouvoir, de pouvoir définir les objectifs éducatifs et de planifier la transition, vous êtes en train de mettre en place des pratiques sensibles à la culture inclusive qui vont favoriser la réussite de l'élève. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul dans votre cercle et sachez à qui vous adresser dans votre conseil si vous avez des questions. Alors, pour être réussi, le plan de transition doit vraiment être axé sur l'élève. Alors, voici quelques recommandations pour une planification de transition réussie. Écoutez attentivement les parents, discutez avec eux, car c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir comment leur enfant va se comporter face aux transitions. Il faut se rappeler que la communication est primordiale. Il faut appliquer les stratégies de transition de façon cohérente afin de renforcer la confiance de l'élève et contribuer à réduire son anxiété. Il faut prévoir du temps pour la transition et il faut consigner le processus afin de déterminer les échecs et les réussites. Il faut reconnaître que les parents d'un enfant ayant un TSA vivent constamment des difficultés et il faut les aider à les préparer sur un plan qui favorise l'harmonisation entre l'école et la maison. Alors, voici des pistes afin de vous aider d'assurer la réussite de vos équipes de transition. Alors, quelques-uns, participation des parents,
assurer que l'élève est au centre, avoir une vision commune, commencer tôt, avoir un plan, une structure avec des échéanciers. En tant que leader, vous devez savoir comment unir votre équipe. Vous devez déterminer les besoins prioritaires afin de créer des buts réalistes et apporter un changement positif pour l'élève. Un rappel que chaque décision que vous faites a un impact direct sur l'apprentissage et la réussite de cet élève. Il faut envisager toutes les options, être à l'écoute et surtout être ouvert à des nouvelles idées. Un rappel que nous devons tous travailler ensemble. Les éducatrices et éducateurs doivent comprendre que les valeurs euro-américaines d'indépendance et d'autosuffisance ne sont pas communes à toutes les cultures. Par exemple, les Asiatiques et les Autochtones sont davantage collectivistes. Souvent, chez ces peuples, les enfants sont principalement considérés comme des membres de la famille et de la collectivité. Un certain degré de dépendance à la famille tout au long de la vie est donc attendu et valorisé. Par conséquent, l'objectif type d'acquisition et de l'indépendance ne peut pas avoir d'autant d'importance pour ces familles. La culture et l'histoire unique d'une famille ont notamment une incidence sur ce qui suit. Sa volonté de demander de l'aide, son style de communication, son type et son degré d'implication, ses objectifs, ses membres qui participeront aux interventions en milieu scolaire. L'équipe scolaire d'enfants en difficulté doit travailler plus efficacement avec les familles à l'issue des diverses cultures. Si elles et ils reconnaissent leur propre valeur et identité culturelle et tiennent compte de la façon dont elles façonnent leurs croyances professionnelles actuelles. En terminant, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce qui suit. En langue cri, le mot pour décrire l'autisme est pitoteitan, qui se traduit par « celle ou celui qui pense différemment ». J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience du rôle primordial que vous jouez en tant que leader scolaire dans la vie des élèves et de leurs familles. Si nous arrivons à aborder les transitions différemment, nous pourrons commencer à faire changer les choses. Une équipe de planification de la transition efficace peut contribuer à la réduction des complicités liées à la réussite des élèves en créant un solide réseau de compétences dans lequel gravitent les parents, les membres du personnel, enseignants et les experts de la communauté. N'oubliez pas de tenir compte des fêtes religieuses, journées importantes et jours fériés lorsque vous fixez les dates de vos rencontres de transition et d'évaluation pour les élèves des élèves ayant un TSA et leurs familles. Les leaders scolaires et communautaires doivent prendre leurs responsabilités et promouvoir une culture professionnelle propice à la réussite de tous les enfants. Alors, cette citation, l'autisme ne vient jamais avec un manuel, mais avec un parent qui n'abandonne jamais. Alors, cette citation résonne pour beaucoup de parents, mais avec une transition efficace à l'école, on pourrait dire l'autisme ne vient pas avec un manuel, mais avec un parent et une équipe scolaire qui n'abandonnent jamais. Que vous soyez un leader dans une école élémentaire, intermédiaire ou secondaire, gardez cette phrase en tête avant de commencer la planification de la transition pour l'année scolaire, pour la prochaine année scolaire. Alors, j'aimerais prendre un moment de vous inviter au prochain webinaire, à notre deuxième webinaire qui aura lieu le 16 février, qui s'intitule « Comprendre les conflits pour favoriser le changement ». Dans le cadre d'une table ronde où on aura un parent, un membre de la direction et d'autres membres de l'équipe, nous allons explorer les stratégies utilisées pour prévenir et résoudre les conflits dans le processus visant à aider un élève ayant un TSA à atteindre son plein potentiel et réussir à l'école. Alors, nous découvrions comment ces participants et participantes à la table ont réussi à faire des conflits quelque chose de positif. Alors, Pierre, je te donne le mot de la fin.
Merci beaucoup, José. On a un commentaire d'Annick qui dit qu'elle adore l'idée qu'on ne parle pas de trouble. Tu sais, quand on dit trouble du spectre de l'autisme, je pense que c'était elle faisait référence au mot autochtone, là, qui veut dire, qui pense, c'est tout simplement une personne qui pense différemment. Alors, elle a dit, quel beau concept. Oui, c'est ça. Moi, je vais partir un deuxième petit sondage. Alors, on vous demande de faire ça tout de suite. Un instant. Alors, l'appréciation du webinaire. Alors, on vous enverra pas un autre formulaire, on vous demande de le faire immédiatement. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour faire ça. Je vais agrandir ici parce que moi aussi, José, j'ai 2 ordinateurs, là. Alors, je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire est disponible sur la chaîne YouTube de la DFO. Je vais le mettre probablement demain sur la chaîne. Alors, si vous avez des collègues qui ont manqué le webinaire d'aujourd'hui et que vous pensez qu'ils pourraient bénéficier de ça, s'il vous plaît, faites-leur en part. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis, j'espère que c'est profitable pour vous. Alors, si je regarde les réponses, comment ce webinaire a-t-il contribué? Alors, il y a beaucoup qui disent réaffirmation du savoir, un peu des deux. Comment ce webinaire a-t-il contribué à votre compréhension de l'importance de faire participer les familles? Réaffirmation du savoir, un peu des deux. Et est-ce que la durée du webinaire est appropriée? On avait dit 45 minutes, puis je pense qu'il est 46 tout de suite. Alors, merci tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé le webinaire utile? Tout le monde nous dit oui. Puis, ils disent qu'ils vont participer aussi aux 2 prochains webinaires. Alors, je vous donne encore quelques secondes pour remplir le sondage. Je vous remercie. Si vous avez terminé et que vous devez quitter, bien, on comprend. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et aussi d'excellentes vacances parce que je sais qu'on est le 1er décembre, on commence à penser aux vacances déjà. Alors, profitez-en pour vraiment prendre soin de vous et puis pour revenir en pleine forme. Puis nous autres, on se revoit au mois après Noël, au mois de février pour les 2 autres webinaires. Merci beaucoup, José. Merci à Stéphane qui a participé avec nous. Puis je vous souhaite à tous une super belle journée. Merci.